Je n'avais pas envie d'être là. Ce n'était pas de l'aigreur, juste de la franchise. Les fêtes d'anniversaire de ma sœur, Victoire, ressemblaient toujours à une pièce de théâtre où j'étais le mauvais accessoire de couleur sur un décor d'une blancheur immaculée. Chaque année, c'était plus cher, plus ridiculé, d'une certaine manière, plus faux. Et pourtant, j'y allais, car après avoir perdu mon CDI 3 mois plus tôt et fini sur le canapé de mes parents, je n'avais pas le luxe de pouvoir échapper aux obligations familiales. On m'avait répété plus d'une fois, « Tu vis sous notre toit, alors tu viens et tu souris. Tu souris, tu acquiesces, tu débarrasses et tu disparais. » C'était devenu ma description de poste officieuse. Le 26e anniversaire de Victoire était organisé dans la maison de nos parents en banlieue ouest parisienne, une fête grandiose dans le jardin avec des tentes en lin blanc, des ballons dorés et des serveurs qui avaient l'air plus nerveux qu'à la fête. Tout cela était pour Victoire, bien sûr, la future avocate, celle qui avait droit à un gâteau sur mesure, une pyramide de coupes de champagne et des cadeaux d'invités monogrammés. Et puis, il y avait moi, portant mon jean de l'année dernière et des talons empruntés. Faisant de mon mieux pour ne pas avoir l'air de quelqu'un qui n'avait pas touché de salaire depuis 14 semaines. Je suis restée silencieuse la majeure partie de la soirée, je me suis tenue près du buffet, j'ai aidé les serveurs à réapprovisionner les assiettes et j'ai fait la conversation à quelques cousins. Personne ne m'a remarqué, personne ne le faisait jamais, jusqu'à ce qu'elle décide de faire une scène. Victoire en était déjà à sa 3e coupe de champagne quand elle a attiré l'attention de tout le monde sur la terrasse du jardin. La musique a baissé, et ma mère a fait teinter son verre comme si nous étions à une réception de mariage. Mon père souriait d'un air suffisant sur le côté, un verre à la main. Victoire se tenait au centre, rayonnante dans une robe de créateur, avec sa coiffure impeccable et ce petit sourire arrogant qui signifiait toujours que quelqu'un allait saigner émotionnellement. « Je veux juste remercier tout le monde d'être venu », a-t-elle dit d'une voix douce. Cela me touche beaucoup que ma famille et mes amis soient là aujourd'hui, ceux qui ont réellement réussi leur vie. Tout le monde a ri. Elle a fait une pause, puis s'est lentement tournée pour me regarder droit dans les yeux. Et elle a ajouté des remerciements tout particuliers à son exemple préféré de ce qu'il ne faut pas devenir. Les gens ont tourné la tête, confus. Elle m'a pointé du doigt. « SDF », a-t-elle dit haut et fort. Dégage. Des rires. Pas seulement de sa part, mais aussi de mes parents. Ma mère a carrément mis sa main devant sa bouche comme si elle essayait de ne pas s'étouffer de rire. Mon père a tapé sur son genou en secouant la tête. Même le traiteur avait l'air stupéfait. Je suis resté là, figé, tenant un gobelet de soda à moitié vide et une assiette en carton avec 2 brochettes de crevettes qui me donnaient maintenant l'impression de me brûler l'estomac. J'ai cru que c'était une blague. Pendant une seconde, j'ai attendu qu'elle dise « je plaisante ». Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste levé son verre de nouveau et porté un toast aux personnes qui ne vivent pas au crochet des autres simplement parce que la vie devient un peu difficile. Et puis mon père a crié « elle a raison. Fais tes affaires d'ici ce soir. On ne gère pas un centre d'hébergement. » Tout le monde l'a entendu. La musique n'a même pas couvert ces mots. Ma poitrine me brûlait. Je n'ai pas pleuré. Pas là. J'ai tendu mon assiette à un serveur, j'ai hoché la tête en silence et j'ai traversé la maison à reculons, passant devant les photos d'anniversaire, devant le gâteau, devant le couloir de notre enfance qui exposait toujours les trophées de tennis de Victoire et aucun de mes prix de dessin. Je suis arrivé dans la chambre d'amis, pas la mienne, comme ma mère aimait à le rappeler, et j'ai commencé à plier le peu de vêtements que j'avais. Personne ne m'a suivi. Personne n'est venu prendre de mes nouvelles. 1 heure plus tard, je faisais rouler ma valise sur l'allée de gravier pendant que la fête battait son plein dans le jardin comme si de rien n'était. Ma mère m'a aperçu par la fenêtre de la cuisine. Elle a souri. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture. Je me suis garé derrière une salle de sport Basic Fit ouverte 24 heures sur 24 pour pouvoir utiliser les toilettes sans être signalé. J'ai noué ma veste autour de ma taille, j'ai utilisé un sweat en boule comme oreiller et j'ai fixé le plafond de la voiture, me demandant comment ma propre famille avait pu applaudir mon humiliation. Ils n'ont pas eu pitié de moi, ils n'ont pas essayé de m'aider. Ils ont applaudi. Et c'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement d'un échec de ma part. Il s'agissait de pouvoir. Victoire avait tout, l'attention, les louanges, le statut social. Mais ce soir-là, elle avait besoin de quelque chose de plus. Elle avait besoin de faire une scène. Elle avait besoin d'un public pour me regarder tomber afin qu'elle puisse s'élever.
Et mes parents, ils avaient besoin de sacrifier quelqu'un pour maintenir l'illusion que leur famille était toujours parfaite. Ils pensaient que me jeter à la rue m'enterrerait. Ils pensaient que la précarité me réduirait au silence. Mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, ce qu'ils n'avaient même jamais envisagé, c'est que je n'allais plus me taire. Je n'allais pas me battre pour remonter la pente juste pour les supplier de me faire une place à nouveau. J'allais m'élever et les regarder couler dans le mensonge qu'ils avaient construit. Et quand je reviendrais, ce ne serait pas pour demander pardon. Ce serait pour régler mes comptes. Je pensais que dormir dans ma voiture serait le point le plus bas. Mais la vie a le don de frapper encore plus fort quand on est déjà à terre. Le deuxième jour, je me suis réveillé avec une amende sur mon pare-brise. Le troisième jour, il a plu et l'eau s'est infiltrée par le joint de la vitre arrière, laissant mon sac à dos humide et mon dernier sweat propre avec une odeur de moisi. Le quatrième jour, j'ai utilisé le lavabo d'une bibliothèque municipale pour me laver les cheveux. Personne n'a appelé. Ni Victoire, ni mes parents, ni même ma famille élargie qui avait regardé toute la scène se dérouler comme une sitcom en direct. Et pourtant, chaque jour où je me réveillais, je sentais quelque chose grandir en moi. Ce n'était plus de la colère, ni même de la honte. C'était de la lucidité. Ils avaient toujours eu besoin que je sois le problème, le contraste, la toile de fond pour faire briller la lumière dorée de Victoire. Plus j'échouais, plus ils pouvaient se convaincre qu'ils étaient de bons parents parce qu'elle avait parfaitement réussi. Mais je n'allais pas rester leur faire valoir. J'allais devenir leur conséquence. Et la première étape, quitter la rue. J'ai fait une demande d'hébergement d'urgence auprès d'un foyer pour femmes de la région qui avait un lit de libre, un seul. La conseillère d'accueil n'a pas posé trop de questions. Elle m'a regardé, a écouté mon histoire et a dit « Ils vous ont mis à la porte pour une histoire de gâteau et de champagne ». J'ai hoché la tête. Elle a secoué la sienne. « Ma chérie, on a eu des femmes ici pour bien moins que ça. Bienvenue à la maison. » Ce n'était pas grand-chose, une chambre partagée, des lits superposés, des néons qui bourdonnaient trop fort la nuit, mais c'était propre, sûr, et cela me donnait une adresse de domiciliation postale. Ce qui signifiait que je pouvais de nouveau postuler pour du travail. J'ai commencé doucement, d'abord en tant que livreuse de repas à vélo, puis j'ai décroché une mission d'intérim dans un entrepôt logistique, à taper des étiquettes d'expédition 8 heures par jour avec des ampoules aux doigts et des patchs chauffants sur le dos. Mais j'étais présente tous les jours. La même semaine, Victoire a publié un florilège de photos de son anniversaire, bourré de filtres, de champagne, et d'une légende sur l'importance de savoir qui est sa vraie tribu. On m'a alors proposé une alternance rémunérée en logistique numérique. Ce n'était pas glamour, mais c'était une porte ouverte. Je l'ai franchie, et je n'ai pas regardé en arrière. Au cours des 6 mois suivants, j'ai économisé chaque centime. J'ai appris à tenir un budget, à assainir mes finances et à entamer des démarches pour modifier mon nom d'usage professionnellement. Pas encore légalement, mais en ligne, dans les endroits qui comptaient. J'ai supprimé mon nom de famille de mon adresse email, retiré ma famille de toutes les listes de contacts d'urgence. Je me reconstruisais discrètement, brique par brique. Mais le plus important, c'est que je ne me contentais pas de survivre. J'observais. Vous voyez, Victoire adorait être adulée, et elle adorait aussi l'afficher. Son profil LinkedIn était public. Tout comme ses vidéos de préparation au concours du barreau, son blog sur l'équilibre entre ambition et beauté, et ses dédicaces hebdomadaires de sororité où elle identifiait des influenceuses qu'elle ne connaissait même pas. Et c'est là que je l'ai vue. Une annonce. Elle était nominée pour le prix des jeunes femmes de justice d'Île-de-France, récompensant les jeunes esprits juridiques féminins ayant fait preuve d'intégrité, de leadership et d'impact public. Intégrité. Leadership. Victoire, la même personne qui avait pointé du doigt sa sœur au chômage devant tout le monde à une fête en la traitant de SDF, puis qui avait ri pendant qu'on la jetait dehors. J'ai fixé cette publication pendant 10 minutes. Puis j'ai fait une capture d'écran, car j'avais une meilleure photo. Une de moi, debout près du buffet, tenant un gobelet de soda et une assiette en carton, quelques instants avant qu'elle ne fasse son annonce. Et une autre, tirée de la story Instagram de quelqu'un d'autre et sauvegardée grâce à Internet, où Victoire, une coupe de champagne à la main, me montrait du doigt en riant tandis que je restais figé sur place. Je n'avais même pas besoin d'expliquer le contexte. Les images le faisaient pour moi. L'hypocrisie, la cruauté, l'arrogance, et je savais quoi faire. Pas détruire sa carrière.
Ça aurait été trop facile, trop prévisible. Non, j'allais la laisser atteindre le sommet, s'en approcher assez pour y goûter, puis la regarder voir tout ça lui glisser entre les mains. La cérémonie de remise des prix avait lieu sur un rooftop privatisé très chic du 8e arrondissement de Paris. Murs de verre, quatuor à cordes, table recouverte de satin. Chaque femme sur la liste des finalistes avait une histoire de persévérance, d'excellence ou d'engagement révolutionnaire. La plupart d'entre elles le méritaient. Pas Victoire, mais elle était nominée quand même parce qu'elle savait comment se forger une image, comment transformer une mise en scène en marque personnelle, comment prononcer les bons mots avec le bon sourire. Et comment s'assurer que sa véritable histoire ne se retrouve jamais sous les projecteurs jusqu'à maintenant. Je n'avais pas reçu d'invitation, bien sûr, mais je n'en avais pas besoin. Je n'y allais pas pour être vu. J'avais déjà envoyé par courrier ce qui devait être vu. La veille du gala, j'avais expédié 2 enveloppes Kraft. L'une au comité de remise des prix, et l'autre à l'invité d'honneur, une ancienne avocate des droits civiques qui dirigeait désormais un programme de mentorat pour les jeunes femmes dans le domaine juridique. À l'intérieur de chaque enveloppe, il y avait 3 photos. 1. Moi à l'anniversaire de Victoire, debout d'un air maladroit près du buffet dans des vêtements qui dénotaient avec le décor. 2. Victoire en plein milieu de son toast, me pointant du doigt. 3. Une capture d'écran de la publication texte qu'elle avait faite le lendemain. Pas de place dans votre vie pour les gens qui vous tirent vers le bas. Protégez votre énergie, même si c'est la famille. En dessous, je n'ai écrit qu'une seule ligne. Voilà ce que Victoire appelle le leadership. Je n'ai pas signé. Ce n'était pas la peine, car au moment où le premier intervenant a mentionné les enquêtes de moralité, j'ai su que ça avait marché. Victoire était assise au premier rang, prête pour les caméras, vêtue d'une robe en satin vert et de talons qui coûtaient probablement ce que je gagnais en un mois. Son sourire était de ceux qu'on affiche quand on répète son discours de remerciement dans sa tête. Mais ce sourire n'a pas duré, car 10 minutes avant l'annonce de sa catégorie, l'animateur de l'événement s'est approché du pupitre et a déclaré, avant de continuer, nous aimerions souligner l'importance de l'intégrité dans le leadership juridique. Notre comité a décidé de retirer une finaliste en raison d'éléments portés à notre attention. Des murmures. L'animateur n'a jamais prononcé son nom. Il n'en avait pas besoin. Le visage de Victoire a pâli. Ses épaules se sont raidies. Elle a regardé autour d'elle dans la pièce comme si elle n'arrivait pas à y croire. Puis elle a vu la femme à côté d'elle ouvrir son téléphone et froncer les sourcils. J'observais depuis l'autre côté de la rue, debout dans le hall d'un café voisin, derrière une vitre, sans sourire, juste en observant. Et puis, le coup de grâce. L'organisation a publié un communiqué public le lendemain matin. Nous avons annulé la nomination d'une finaliste après avoir pris connaissance d'un incident qui va à l'encontre des valeurs de notre prix. L'humiliation, la cruauté et le fait d'utiliser la précarité comme une arme, particulièrement au sein d'une famille, ne peuvent être célébrés comme du leadership. C'est devenu viral. Les gens ont commencé à commenter les articles de blog ultra polis de Victoire en demandant « C'était toi ». D'autres ont commencé à partager les photos. Quelqu'un en a même fait une vidéo TikTok pour expliquer l'histoire. Victoire a désactivé les commentaires, puis supprimé la publication, puis désactivé son blog. Je ne me suis pas pavané. Je ne l'ai pas contacté, car il ne s'agissait pas de me venger par le déballage public. Il s'agissait d'un rééquilibrage. La vérité avait fini par rattraper la fiction. Et moi? J'ai emménagé dans mon premier appartement un mois plus tard. Un studio, propre, petit, payé intégralement par le travail que j'avais obtenu grâce à ma propre détermination. J'ai acheté un canapé, un vrai. Et le soir où j'ai fini de défaire mes cartons, j'ai allumé une bougie, non pas pour trouver la paix, mais pour me rappeler qu'il n'y a rien de plus dangereux que la personne dont il pensait qu'elle resterait à terre. Car Victoire pensait que me jeter à la rue me rendrait impuissante, mais cela m'a rendu libre. Ils avaient besoin que je sois brisé. Je suis devenu incassable. Et maintenant, elle a les projecteurs qu'elle désirait, mais elle n'a plus aucun contrôle. Quant à moi, je n'ai pas besoin d'une scène. Juste d'un souvenir assez fort pour qu'elle n'oublie jamais le jour où elle a pointé du doigt et ri de la sœur qui s'est élevée plus haut que ce que son silence n'aurait jamais pu espérer.